Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes considéré comme un roi du burlesque, ce qui demande beaucoup de rigueur. Vous êtes à l'affiche avec une pièce dont le titre pourrait faire penser à la banquise s'il n'y avait pas la chaleur des applaudissements du public. Bonjour Patrick Hautecoeur. Bonjour. Alors, on vous retrouve aujourd'hui pour double actualité. Il y a une pièce, La Valse des Pingouins aux nouveautés, qui démarre depuis quelques semaines. Et puis, il y a Mon jour de chance, qui est aussi une pièce depuis plusieurs mois à l'affiche et qui est prolongée. Oui. Mais il y a aussi votre parcours et le principe des clés d'une vie. Vous le savez, puisque vous êtes venus tous de début, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, c'est le 13 avril 1992, l'ouverture d'un parc. Alors, la chanson la plus énervante, quand on l'a en tête, on peut. Je ne sais pas si vous pensez à ça, mais on ne peut pas la sortir. Non. Et Danny Moon avait fait un spectacle à l'Olympia où il jouait cette chanson au piano en boucle et c'était super énervant. Pourquoi j'en parle? Parce que Disneyland, vous auriez pu très bien, si ça avait existé dans votre enfance, vous y retrouver, car vous viviez tout près. Ah oui, j'étais à Lagny-sur-Marne. Oui. Donc j'ai vu la construction du parc. J'ai vu la destruction des granges et parce qu'il y avait des terrains qui étaient autour, ils ont tout racheté. Oui, donc ça, j'ai vraiment vécu. J'entendais tous les samedis, je crois que c'était le feu d'artifice. Voilà. Voilà. Mais c'est un beau souvenir. Vous aviez envie d'y aller? Moi, j'y suis allé. Oui, j'y suis allé plusieurs. J'ai même fait comment on appelait ça? J'étais cobaye sur Space Mountain. C'est-à-dire que le parc, l'attraction n'était pas encore ouverte au grand public et on avait des tickets pour y aller. Et donc j'avais été. Mais je vous parle de ça il y a très longtemps. 92. Oui, alors Space Mountain est arrivé un petit peu après. Ouais. Voilà, un petit peu après. Donc oui. Mais c'est vrai qu'au départ, moi, j'étais allé 4 jours avant. Il y avait des Américains qui dirigeaient tout et qui avaient engagé des Français parce qu'ils parlaient pas français pour tout répéter. C'était un capharnaüm pas possible. Mais Lagny-sur-Marne, on connaît peu, c'est près de Paris. Mais Paul Pogba, Yael Didier et Corinne Hermès sont nés comme vous. Vous êtes nés à Paris, sont nés à Lagny. Ah d'accord, je savais pas. Voilà. Et c'est une ville en pleine croissance grâce à Disney. Et Disney, d'ailleurs, c'est un lieu qui correspond à ce que vous êtes, c'est-à-dire un grand enfant. Alors ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai que, à part la musique qui est répétitive, oui. qu'on entend beaucoup, mais je veux dire, non, c'est vraiment un endroit où les adultes redeviennent des enfants juste au moment où ils rentrent dans le parc, parce que c'est tout de suite ça prend quoi. Ouais. Et vous-même, dans la vie, vous êtes toujours resté un enfant, Patrick Hautecoeur? Alors dans la vie, je sais pas. Sur scène, oui. Dans la vie, bah il y a la vie. Hein, donc on peut pas être un enfant tout le temps. Voilà, faut quand même avoir un petit peu des raisonnements d'adultes, malheureusement. Et puis, ça serait peut-être pas forcément une bonne chose d'être un enfant tout le temps. Enfin, en tout cas, d'avoir la mentalité d'un enfant tout le temps. Non, sur scène, oui. Enfin, en revanche, c'est pas ça. C'est que sur scène, il faut redonner au spectateur le chemin de l'enfance. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec la Valse des Pingouins. Et on le fait pas dès les premières minutes parce qu'autrement ça ne marcherait pas. Faut les emmener tout doucement. C'est vraiment du tricotage. C'est une pratique que vous avez mis des années à mettre au point. Alors, en tout cas, c'est une pratique que j'ai compris avec les années. Je sais pas si elle est encore vraiment au point parce qu'on se remet toujours en cause quand on écrit. Mais oui, ça je l'ai vécu, je l'ai pratiqué de ne pas rentrer dans le vif du sujet comme ça il faut que les gens quand on est spectateur, il faut que les gens puissent se lâcher un petit peu. Ils sont dans leurs soucis, les embouteillages, les embouteillages, tout ça, et on le sent, mais c'est vraiment c'est drôle parce que c'est pratiquement électrique. On le sent dans la salle. On se dit ça y est, hop, ils sont lâchés, ils sont avec nous. Alors, il se trouve qu'au départ, rien ne vous destinait, Patrick Hautecoeur, au spectacle. L'ambition familiale, c'était plutôt l'administration tranquille. Un petit peu, oui, mais je leur en veux pas parce que c'était à l'époque où il fallait avoir un travail sûr, tranquille. Donc, je sais que
Ils auraient aimé que je sois... c'est un métier tout à fait honorable, mais qui ne me correspondait pas. Ils auraient voulu que je sois facteur. Voilà. Oui. C'était, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Vous êtes devenu homme de lettres avec le théâtre. Très joli. Mais bon, voilà. Donc, et puis, personne dans la famille n'était artiste. Mais curieusement, oui. Ouais. Si j'ai retrouvé... Mais il n'était pas artiste, il aimait se grimer. J'ai retrouvé les photos de mon arrière-grand-père, où il se costumait, mais ça, je parle de ça, c'était début des années, certainement 1900. Il se costumait et il se prenait en photo. Enfin, il faisait des séances de photos. Mais c'est tout. Autrement, il y a personne d'autre, j'ai pas trouvé. Oui, votre père était imprimeur et votre mère sténodactylo, un métier de plus en plus rare. Oui. Parce que dans les journaux, à une époque, on ne le sait pas aujourd'hui, on téléphonait son papier à une sténo à qui on le dictait. Tout à fait, oui. Il y avait un style bien particulier. Elle écrivait avec des signes et tout ça pour écrire très vite. Elle écrivait beaucoup plus vite que si elle avait pris normalement. Et puis mon père était imprimeur. D'ailleurs, c'est drôle. Ils avaient deux métiers dans les lettres et moi j'ai été auteur. Oui, le côté facteur, c'est parti tout de suite. Oui, complètement. Ça m'a même pas effleuré. Moi, en tout cas, ça m'a pas effleuré. Et vous êtes monté sur scène avant même de débuter au théâtre ou d'aller voir une pièce de théâtre. C'est ça, ouais. Je suis allé. J'ai vu du théâtre pour la première fois à la télé, comme beaucoup de monde d'ailleurs, avec l'émission Au Théâtre ce soir. Voilà, c'est là où j'ai découvert du théâtre. Alors c'était beaucoup. Je me rappelle qu'il y avait Jean Le Poulain, il y avait Robert Lamoureux. Enfin bon, voilà, je découvrais un petit peu. Et puis j'ai commencé à rentrer dans une troupe amateur. Mais je n'étais jamais allé moi-même dans une salle de théâtre parisienne, ou parisienne ou autre d'ailleurs. C'est vrai qu'il y avait une folie avec Au Théâtre ce soir, notamment. Moi, je pense toujours à Maria Pacôme et Jean Le Poulain, Le Noir te va si bien. Voilà, qui est un chef-d'œuvre du burlesque, où chacun fait son numéro et en rajoute. Exactement. Ouais. Alors, il y a eu aussi, je crois que des marionnettes ont été importantes dans vos jeunes années. C'est-à-dire que c'était le premier moyen où j'ai pu pour faire des sketchs pour un petit peu écrire des histoires. Donc j'improvisais des petites scénettes avec des marionnettes. Mon père m'avait construit un petit Castelet que j'ai toujours d'ailleurs, qui est dans le grenier, mais que j'ai toujours. Et je faisais ça à l'école. Voilà. Devant les copains. Devant les copains, devant la maîtresse, je me rappelle de ça. C'était le premier moyen d'expression, ça a été les marionnettes. Parce que vous aviez envie de faire ça ? Je me suis jamais posé la question. Pour moi, c'était évident. Il n'y avait pas, c'est-à-dire, je ne savais même pas que je pouvais faire autre chose. C'est fou. Hein. Et puis vous aviez une idole déjà, c'est Louis de Funès, dont vous regardiez les films pratiquement en boucle et en vérifiant chaque détail. Patrick Hauteker. Ouais, ça, je l'ai fait une fois que les VHS ont été à ma portée. J'ai revisionné beaucoup de films de Louis de Funès et d'ailleurs. Avant, j'avais commencé avec des petits films de Laurel et Hardy et de Chaplin. Oui, car Laurel et Hardy et Chaplin, ce sont vos modèles. C'est-à-dire que ça a été mon terreau. C'est exact. C'est de là où je me suis dit on peut faire ça donc sur un écran, même sur scène parce qu'ils ont eu des numéros sur scène. Et ça a été là où ça a été mon inspiration vraiment totale, quoi. Pourtant, c'était des films en noir et blanc. Et en général, les enfants préfèrent les films en couleur à ceux en noir et blanc. Mais moi j'avais la télé noir et blanc, donc je ne savais même pas ce que c'était la couleur. Et puis c'était muet surtout. Oui. C'est ça qui était extraordinaire. Il y avait que du visuel et donc mais c'était tellement, j'allais dire, le visuel était tellement parlant que j'ai pu travailler tout ce qui était burlesque. Voilà. Il se trouve que Laurel et Hardy ont commencé par hasard. Il y avait Le Vénard, un film avec Laurel, et Hardy est venu. Il avait tourné 200 films, mais vraiment en appoint. Ils se sont tellement bien entendus qu'ils ont continué tous les deux. Laurel était le cerveau, malgré... C'est ça, oui, malgré tout. C'est lui qui écrivait tout. Oui, tout à fait. Et il faut savoir que Laurel et Charlie Chaplin ont travaillé ensemble dans une troupe qui s'appelait Fred Carnot, qui venait de Londres. Et ils se sont produits à Paris, aux Folies Bergères, en 1913,
en même temps que W.C. Fields, qui est burlesque américain, et que Maurice Chevalier. Ah ça, je sais. Vous imaginez l'affiche ce soir-là. Fou, ça. Et Charlie Chaplin faisait un numéro de parodie de football et lançait des boulettes de papier au public. Ah ça, je savais pas moi. Ah oui, c'est quelque chose. C'est vrai que tout ça, ça vous a formé. Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que il y a que ça qui m'a formé, parce que je n'ai pris aucun. Je suis allé dans aucune école. Voilà. Il y a un conservatoire quand même à Lagny, non? C'était un conservatoire de musique. Oui. Voilà. Donc j'ai pris des cours de musique, ça, oui. Ça beaucoup, heureusement. Ça beaucoup. Mais le reste, vous n'avez pas envie d'aller au conservatoire, d'aller dans une école? Si, j'avais envie. Et alors? Ça ne s'est pas fait. Parce que déjà, c'était pas chez mes parents, c'était pas quelque chose où on apprenait, c'était pas un métier. Oui. Et on était encore à cette époque-là où c'était pas un métier. Et puis après, il y a eu la vie qui m'a rattrapé, vie de famille, etc. Donc j'ai pas eu l'occasion de prendre des cours, mais j'ai continué à aller justement beaucoup au théâtre et puis me renseigner sur les spectacles et tout ça. Donc j'ai continué à aller voir des films, aller au spectacle, au théâtre, et dans la troupe amateur, j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais vu sur l'écran ou au théâtre, mais je n'avais pas de professeur. J'aurais été beaucoup plus vite si j'avais eu des cours. Oui, enfin ça s'est quand même bien passé, et on va le démontrer à partir d'une date qui est le 8 décembre 1991. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Hautecoeur. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Hautecoeur, avec une double actualité, au Théâtre des Nouveautés, la valse des Pingouins qu'on va évoquer, et puis au Théâtre Fontaine, Mon jour de chance qu'on va évoquer aussi dans quelques instants. On en revient à votre parcours, on a compris que vous avez appris votre métier sur le terrain, et le 8 décembre 1991, c'est votre première télé, 1, 2, 3 théâtre, où vous présentez Thé à la menthe ou Thé citron au Café de la Gare. Vous vous souvenez de ce reportage? C'est le premier. Je crois, oui, c'est Fabienne Pasco, c'était exactement. Ça. Oui. Alors, Thé à la menthe ou Thé citron, au départ, ce qui surprend les gens, c'est que c'est une pièce dans une pièce. C'est ça, c'est du théâtre dans le théâtre, et ça m'est venu d'ailleurs grâce à mon parcours, parce que dans une troupe amateur, on répète énormément pendant un an, puis on joue une fois. Enfin, c'est ce qui se passait à l'époque. Et donc, moi, je me suis dit, si je devais écrire une pièce, qu'est-ce que j'écrirais? Et ben, je me suis dit, je vais écrire ça, c'est-à-dire réduit sur 1h30, bien sûr, des répétitions et une représentation. Voilà. Donc, c'est parti de là. Et qu'est-ce que vous jouiez dans la troupe amateur? Je crois qu'elle s'appelait le Comédia, la troupe. Comédia, ouais, elle s'appelait Comédia. Je crois qu'ils existent toujours, d'ailleurs. C'était quoi? C'était des classiques? Il y avait un peu de tout. Il y avait des classiques, il y avait du boulevard, il y avait voilà. Mais vous aviez envie d'écrire? C'est-à-dire que je ne trouvais pas, c'est un peu prétentieux, mais j'arrivais pas à trouver un personnage qui me plaise dans le répertoire. Et donc je cherchais un personnage à la De Funès, à Laurel et Hardy, voilà. Donc, et j'arrivais pas à trouver. Et finalement, donc vous avez écrit cette pièce. Donc je me suis écrit un rôle. Voilà, exactement. Et en même temps, il a fallu trouver une troupe derrière. Alors après, il y avait la troupe. Alors donc il y avait les copains autour. Et puis d'un seul coup, ça a été vraiment le succès. C'était pas calculé. On avait fait ça comme ça. C'était vraiment c'était sincère. On s'est lancé comme ça à corps perdu. Et puis on s'est, grâce à Jean-Pierre Lazzarini, qui était un ami, il m'a dit mais il faut faire Avignon. Voilà, qu'on est passé de la troupe amateur à faire le festival d'Avignon. Bon, ça c'était un peu plus tard, en 80. Ah ben non, c'était avant le Café de la Gare. Avant le Café de la Gare. Et d'Avignon, on est passé au Café de la Gare. Le Café de la Gare qui est toujours dirigé par Sotta et Philippe Manès, qui vous ont repéré et qui vous ont ouvert les portes. C'est-à-dire qu'on a fait une représentation chez eux. Voilà, une présentation d'ailleurs avec du public, et je me rappelle que Philippe Manès m'a dit à la fin de la représentation, il dit, bon je vous prends. Il y avait un petit festival, mais moi je croyais qu'il nous prenait pour le petit festival, donc c'était 2-3 dates de plus. Et il dit non, je vous prends à la rentrée en septembre. Voilà, ça a commencé. Vous étiez surpris? Ah, plus que surpris. Parce qu'au départ, écrire une pièce, c'est pas évident, une première pièce. Non.
Non, mais comment dire, elle est venue comme ça, c'était pendant les vacances, en 15 jours. Je l'ai jeté sur le papier en 15 jours, voilà, coécrit d'ailleurs, et après, on a beaucoup retravaillé, c'est en répétition. Voilà, on a coupé, on a restructuré les choses, et voilà. Mais vous n'aviez jamais non plus appris à écrire une pièce de théâtre, c'est à force de voir les autres? Non, exactement, oui. Alors c'est une pièce où il y avait 5 personnages, et il y a quand même un rapport avec une troupe qu'on va évoquer à travers une chanson. Avez-vous connu cette courtisane vêtue de satin fourrée de boa et qui chaque soir soupait au champagne? C'est la Léopolda. Francis Blanche, la Léopoldia, qui est tirée des Branquignoles, les Branquignoles que vous connaissez par cœur. Mais bien sûr, avec Robert Derry, Colette Brosset et tous les autres. En fait, ils avaient écrit un spectacle qui s'appelait Gaufrette, et un jour, ils cherchaient un théâtre, et ils passent devant le théâtre La Bruyère, dont le directeur est en train de fermer les portes parce qu'il n'y a rien. Il dit, on va essayer cette pièce, et ils ont monté les Branquignoles comme ça, avec Gérard Calvi, avec Micheline Dax, que Gérard Calvi a trouvé, avec toute une troupe. Et pour que ça marche, ils ont fait un truc fabuleux. Il se trouve que le père de Colette Brosset était boucher. Ils ont invité tous les bouchers de Paris, et pendant 8 jours, ils ont affiché complet sur la façade. Ce qui fait que le public a cru que ça marchait et est venu directement. Et c'est vrai que ça vous a marqué, les Branquignoles. Oui, et pourtant je les ai pas connus. Enfin, j'ai connu. Si, j'ai rencontré Colette Brosset, mais j'ai jamais vu de spectacle d'eux en direct, j'allais dire en vrai. En revanche, j'ai vu, il y a une captation qui existe, et puis il y a les films de Robert Derry, Le Petit Baigneur, la Belle Américaine et tant d'autres. C'est comme ça que je les ai connus, et j'ai connu aussi, il y avait aussi ce film qui était passé un dimanche, je me rappelle, j'étais tout gosse, qui s'appelait Ah les belles bacchantes. Ah les belles bacchantes. Voilà. Et là, je me suis dit, une répétition d'un cabaret, c'est extraordinaire. Enfin, j'étais tout gosse, hein. Et ça m'avait marqué, mais vraiment à vie. Alors, le Café de la Gare, ça a marché, et vous avez été repéré par Paul Lederman, qui vous a entraîné aux variétés. C'est ça. Il nous a dit, maintenant, je vais vous mettre aux variétés avec le même décor. Et on s'est retrouvé avec un petit décor dans ce grand théâtre des variétés qu'on a rempli. Oui. On a fait une saison... Par le bouche à oreille. Oui, il a eu parce que Paul Lederman avait quand même beaucoup de réseaux, et on a eu une pub extraordinaire. Je crois qu'il avait utilisé la pub des Inconnus pour nous la mettre à nous sur France 2, et on avait un petit flash pendant 15 jours, 3 semaines sur France 2 à l'époque. C'était Antenne 2 même, je crois. Et donc on a rempli les variétés. Et la surprise générale d'ailleurs aussi. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, ça paraît presque classique, mais c'était de passer d'un café-théâtre à un gros théâtre, à un théâtre vraiment digne de ce nom, j'allais dire, enfin en tout cas sur les grands boulevards, ça se faisait pas. C'était quelque chose d'un petit peu, on l'a pris pour un fou, hein, Lederman. On peut lui reprocher plein de choses, mais il avait du flair. Il a repéré Coluche, il a travaillé avec le Luron, il a repéré, donc il savait où étaient les talents. Alors il se trouve que vous aviez écrit une première pièce dont on trouve aucune trace, qui s'appelle Le Trompe-la-Mort. Oui, c'est une pièce qu'on a jouée. En fait, je pense qu'elle est. Je l'ai pas. Même moi, je l'ai perdue. Ah bon. Je crois que j'ai une captation, mais c'est maintenant, c'est des VHS, ça doit être fini. On peut plus la voir là. C'est comment, on voit plus les images. Mais j'ai même plus le texte parce que c'était aussi pour la compagnie amateur. Oui. On l'a jamais joué professionnellement, cette pièce. Et le Trompe-la-Mort, d'ailleurs, c'est une insulte du capitaine Ladoc. Régulièrement, il appelle les Trompe-la-Mort. Ah oui. Et c'est aussi le nom réunionnais donné à une plante rampante qui s'appelle le Mimosa pudica. Ah oui, mais il y a pas un... Alors, il y avait une bière, parce qu'on m'a offert une bière à l'époque, et puis c'était pas un champignon. C'était ça aussi. Oui, mais c'est autre chose, ça. Mais là, moi, c'était pas ça, c'était... je crois que ça se passait dans un manoir, et... je me rappelle plus. Voilà. Alors, il y a eu, vous avez quand même retrouvé Sota parce que vous avez joué dans le Graphique de Boskop, qui est une pièce étonnante. Tout à fait. Ah oui, ça aussi, c'est un ovni comme pièce. Hein. C'est-à-dire le Graphique de Boskop. C'est-à-dire que je pense que ça a été écrit dans les années 70. Ça se passe avec... dans le contexte de l'époque, il faut remettre cette pièce. C'était, ça se passait dans une décharge, avec des éboueurs et tout ça. C'était pour du théâtre. On
n'avait jamais vu ça. Voilà. Et donc, elle l'a repris en 91, je crois, ou 92. Et moi, je jouais à la menthe avant. Chez eux, et elle m'a demandé si je pouvais faire le graphique de Boscop. Après, j'ai dit oui, bien sûr. On jouait à 22h. Vous étiez à plein temps. Et j'étais à plein temps. Et c'est devenu un film qui a aussi été considéré comme un gentil nanar et qui est tellement culte aujourd'hui qu'à Lyon, pendant de 76 à 2010, on le jouait tous les samedis soirs dans une cave avec un mur blanc et le public était présent. Ah ouais, c'est devenu un classique. C'est fou, ça, quand même. Hein. Et il y avait Patrick Devers dedans, je Exactement. crois. Patrick Devers qui était marié à l'époque avec Sota. Oui, exactement. Ça, ouais. Et Philippe Manès avait piqué Miu Miu à Coluche. Il était régisseur du Café de la Gare. Et tout ça, c'est fini gentiment en totale amitié. Il se trouve aussi que vous avez fait du théâtre à ce moment-là, et je crois que l'un de vos plus mauvais souvenirs, c'est Monsieur de Saint-Futil, car je crois que le soir de la première, vous êtes rentré en retard sur scène. Alors, c'était pas la première, mais disons que c'était pendant on était à Lyon d'ailleurs encore. C'était au Théâtre des Célestins, et j'ai plus que loupé une entrée. J'étais ailleurs, quoi. J'étais dans ma loge et j'étais pas habillé. Ah d'accord. Et comment vous avez fait? Parce que j'avais un changement de costume et j'étais dans ma loge, j'étais pas habillé, il y avait un changement de costume pendant un acte et je me suis mis à discuter avec quelqu'un et j'ai loupé mon entrée, mais pas 2 secondes, hein. Ça a duré, je pense, 30 secondes, le temps que je descende de ma loge. Il y avait Brialy sur scène, Jean-Claude Brialy sur scène. Et voilà, là ça a été un cauchemar. J'en ai pas dormi de la nuit parce que louper une entrée, c'est énorme, quoi. Et qu'est-ce qu'il disait, Brialy? Alors Brialy, ça a été bon. Alors Brialy m'aimait beaucoup. Donc quand je suis rentré en retard, les autres ont eu un fou rire parce qu'ils se sont, voilà, c'était quand même le pitre de la troupe. Ils ont eu un fou rire. Et à la fin, Brialy, je lui dis Jean-Claude, je suis désolé, excusez-moi, franchement, etc. Et il dit bon, bah, ça arrive de louper une entrée. Mais vous, là, faut pas rire. Hein. Ils parlaient comme bien. Ils sont fait engueuler les autres. Voilà. Mais c'était Brialy dans toute sa splendeur. Voilà. Alors il y a eu d'autres choses et puis il y a une date très importante que vous n'avez jamais oubliée et ce n'est pas une blague. Le 1er avril 2002. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Hautecoeur. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Hautecoeur. Nous évoquerons tout à l'heure la valse des pingouins aux nouveautés, qui n'est pas une nouveauté paradoxalement. Et puis Bonjour de chance, la chance de voir un beau spectacle au Théâtre Fontaine. Et puis on en revient à une date importante de votre parcours, 1er avril 2002, vous n'avez pas oublié, Théâtre Mogador. Non, oui, le Molière. Du spectacle musical. Le meilleur spectacle musical. Face à Haïdou et la vie parisienne d'Offenbach. Oui, quand même. Quand même. Et ça a été une surprise. Oui, parce que cette pièce, elle est née vraiment pareil on était insouciant de monter ça. Moi, je voulais faire une parodie un petit peu d'opérette en mélangeant des accidents de répétition, etc. Donc, il y avait des vrais airs d'opérette. Il y avait des chanteuses à l'intérieur, Isabelle Spade, Patricia Grégoire, Isabelle Tadakil qui chantaient vraiment, mais voilà, c'était pas du tout une opérette, tout était décalé et il se trouve que ça a pris, les gens ont vraiment accroché avec cet univers qui était on a changé le livret, parce que c'était mon livret à moi, et je prenais quelques airs d'opérette à droite à gauche. D'ailleurs, j'avais eu des petits soucis, parce qu'il fallait prendre carrément l'opérette en entier. Oui, est-ce que les éditeurs voulaient toucher de l'argent là-dessus? Oui, bien sûr, oui. Mais maintenant, ça se fait plus, ça y est, c'est fini. On peut prendre des extraits. Oui. Et puis, donc voilà, ça s'est monté comme ça. Et puis, on se retrouve au Théâtre Donou. Oui, est-ce qu'au départ, vous êtes à Montreux, dans un tout petit théâtre? Montreux, dans un tout petit théâtre. C'était Sylviane Vassy qui nous avait pris. Et puis, Denise Petit-Didier vous repère. Voilà, elle vient en Suisse et hop, elle nous dit, mais moi, je vous prends, pareil, à la rentrée. Pour quelques mois, au départ. Voilà. Et on est 12 sur scène. Ça, c'était encore dans les années 2000, c'était encore un peu, on était nombreux. Oui, voilà, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Oui. Et voilà, hop, c'est parti. Et on commence le 24 septembre 2001 et on sait ce qu'il y a eu le 11 septembre 2001. On s'est dit, c'est fini pour nous. Voilà, ça va s'arrêter. Oui. Les théâtres ont fermé. On savait pas du tout. Et non, ça a fait l'inverse. Les gens, au bout de 15 jours, ont voulu sortir. Et hop, voilà. Et le spectacle a plu aussi bien aux spectateurs qu'aux professionnels.
et on se retrouve avec le Molière du spectacle musical. Alors, il se trouve aussi qu'au départ, il y avait des spectateurs qui aimaient l'opérette, et puis que petit à petit, le public a évolué et a grandi par le bouche à oreille. Ben oui, parce que c'était pas du tout une opérette dans vraiment le style d'opérette. On était dans du burlesque, encore une fois. Les personnages étaient sincères, mais vivaient une situation folle. Il y avait un ton aussi qui était très quotidien, voilà. Et puis ça. On se prenait pas au sérieux quand on chantait. On voulait chanter bien, on voulait chanter juste, mais on se prenait pas au sérieux. Il y avait pas de voilà. Et il y avait un orchestre sur scène. Ça me rappelle un peu la valse en ce moment. Oui, on est 12, il y a un orchestre sur scène et on se prend pas au sérieux. Et résultat, il y a des gens qui venaient et revenaient. Je crois que des gens qui sont venus 10 fois. Oui, il y a des gens qui sont venus 10 fois. Ouais, Comment vous expliquez ça? Ah, ça, je l'explique pas. Et résultat, pour quelques mois, ça a augmenté. On est resté 5 ans. 5 ans. 5 ans à jouer le même spectacle. Ouais, moi, je l'ai pas joué 5 ans. Hein. Oui. On a bougé, on s'est fait. Il y a des remplaçants, heureusement d'ailleurs, parce qu'après on s'épuise et on s'use surtout. Et mais la pièce est restée 5 ans, oui, sur scène. Ce qui est fou. Mais en même temps, vous avez créé un personnage qui est un peu un personnage de Benet au départ. Oui, c'est un peu un chant de la lune, un peu. Moi, ma base c'est Stan Laurel. Hein. Oui. Ça va pas plus loin. Vraiment Bourvil dans ses débuts. Oui. Vous voyez, c'est la bonne planque. La bonne planque, c'est mes inspirations. C'est là où je me suis vraiment inspiré. Alors, dans les morceaux, il y avait des chansons connues ou moins connues. Puis il y en avait une quand même qui est aussi un classique, qui a duré presque autant que vous à la scène. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons la route fleurie, Georges Guettari et Bourvil. 4 ans au Châtelet, 3000 personnes tous les soirs. Ils nous ont battus. Voilà. Mais c'est vrai que il y a eu une époque, et vous êtes fan de cette époque, de ces années 50, de ces opérettes. Alors, oui, je suis fan de le côté musical, c'est-à-dire je trouve qu'il y a des mélodies qui sont extraordinaires. Après, je sais ce que j'ai toujours dit, d'ailleurs j'en parlais à Jacqueline Villemette, qui est la petite fille de la père Villemette, je disais, il faut revoir le livret, parce que le livret a un peu vieilli, quoi. Il faut reconnaître. Voilà. Mais musicalement, alors attention, il faut aussi raccourcir, faire un autre arrangement, puis rétrécir un peu les chansons, parce qu'elles duraient 3 minutes 30, 4 minutes, c'était très, très long. Mais aujourd'hui, si on resserre tout, mais il y a des mélodies extraordinaires. Mais c'est vrai qu'on manque de mélodies. Albert Villemette écrivait des textes et il y avait des mélodies extraordinaires. Extraordinaires, ouais. Alors, il y a aussi, donc ça a marché pour les fans de l'opérette, pour le grand public. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus, qui ont découvert ces chansons. Qui ont découvert ces chansons, ils se sont dit, tiens, on connaissait pas ça. Effectivement, après, on a eu un public de jeunes. Et puis, comme c'était décalé, ils ont trouvé leur compte dans les situations, dans les personnages, dans l'histoire, et puis en même temps ils entendaient cette musique. Vous avez joué beaucoup d'opérettes, vous avez joué dans l'Auberge du Cheval Blanc, vous avez fait d'autres choses? Pas beaucoup, j'en ai fait que 2. J'ai fait l'Auberge du Cheval Blanc et puis là-haut. Voilà, mais c'est quand même pas mal. Et là-haut a été monté au Célestin, qui a réussi, et c'était le directeur a réussi à monter Barnum, qui venait des États-Unis, à faire un triomphe là-bas sur une petite scène. Jouer Barnum, c'était une performance. Ah oui, je pense. Oui. Moi, je l'ai connu juste après. Moi, Jean-Paul Lucet. Voilà. Alors, il trouve que non seulement ça a marché, mais les professionnels sont de plus en plus venus vous voir. Vous êtes devenu quelqu'un de, comme on dit, de bankable. Je ne sais pas si c'est bankable, mais effectivement, on a intrigué les professionnels qui ont aimé. Et puis nous, on était comment on peut dire, une certaine innocence. Et ça, on se prenait. Ça a dû jouer en notre faveur. Et vous avez continué. Vous êtes toujours aussi innocent quand vous écrivez des pièces. Voilà, j'essaye de garder ça. En fait, c'est là aujourd'hui, je suis dans un état de. Je me rends compte que c'est la sincérité qui passe avant tout. C'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais il faut pas écrire pour écrire, pour essayer de parce que là on est demandé avec Gérald Sibleras, qu'on parlera tout à l'heure avec Mon jour de chance, on est pas mal demandé, mais il faut revenir à ce que, faut rester à ce qu'on aime, voilà. Ne pas être attiré parce que des théâtres vont nous demander ou des producteurs vont nous demander. Donc revenons, amusons-nous. Voilà. Alors vous amusez et puis vous êtes dans un théâtre magique, puisqu'il faut savoir que c'est dans ce théâtre que Robert Derry a joué Les Belles Bacchantes et qu'il a engagé un jeune sur ordre du patron qui était Louis de Funès. Oui, quand même. Non, ouais, et il y avait Jacqueline Maillan.
Jacqueline Maillet. Et Jacqueline Maillet, tous les soirs au premier rang, il y avait un jeune musicien, Michel Emer, qui était amoureux d'elle, qui voulait absolument l'épouser. Piaf disait n'épouse pas ce con. Elle a épousé Michel Emer. Ça, je savais pas. Ah ouais, Ça. elle la poursuivait en disant n'épouse pas ce type-là. Voilà. Alors, ça a tellement marché que vous avez continué et vous avez repris la pièce 20 ans plus tard. De Froufrou les Bains. Alors oui, on l'a repris. Malheureusement, on a été coupé dans notre élan par le Covid. Bien sûr. Mais on l'a repris. J'ai pas changé grand-chose. J'ai condensé certaines choses, voilà. Mais autrement, j'ai repris la même chose. Et il y avait pratiquement la même équipe. Alors, voilà. Là aussi, il y a une chose importante, vous écrivez toujours à deux, et Gérard Sibleras, que vous avez cité, est devenu un complice au moment de Silence on tourne. Exactement. Ouais. Moi, j'avais découvert Gérald sur d'autres pièces, et je me disais, voilà, j'aime bien sa façon de dialoguer et tout ça. Et donc, je suis allé le voir à la fin d'une de ses pièces, et je lui ai dit, ça vous dirait pas d'écrire ensemble? Vous écrivez toujours tout seul? Je savais qu'il écrivait avec il y avait un autre co-auteur avec lui, mais il avait arrêté. Oui. Et il m'a dit oui, pourquoi pas, on peut essayer. Et on s'est jeté dans l'arène et on a fait Silence on tourne. Voilà. Il se trouve qu'il a été récompensé, Gérard Sibleras, par un nombre considérable de Molière, et qu'il a même eu le Laurence Olivier Award de la meilleure nouvelle comédie pour Le Vent des Peupliers. Ouais. Et vous ne connaissiez pas du tout. Et, non. Vous ne voulez pas travailler tout seul, vous aimez travailler à deux. Oui. Tout seul, je m'ennuie avec moi. Oui. Avec moi tout seul. Non, mais c'est difficile de travailler seul. C'est quelque chose de. En tout cas, c'est beaucoup plus excitant de travailler à deux. Puis on peut s'appuyer sur l'autre quand on est un petit peu le blues, un peu inquiet. On s'appuie sur l'autre. Et Gérald, voilà, on s'entend bien. On n'a pas d'ego malade au niveau de l'écriture. Ça, c'est très important parce que c'est pas facile d'écrire. Et on écrit vraiment à quatre mains. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas chacun de notre côté. On écrit ensemble. Si par exemple je ne suis pas là ou il n'est pas là, on n'écrit pas. Voilà. Mais c'est assez rare ce genre de duo dans la policier. Je sais pas, peut-être, oui, je sais pas. Ah non, c'est assez rare, mais en même temps, ça demande des mois d'écriture, une pièce. Oui, c'est-à-dire que il y a différentes phases et notamment la première, la plus compliquée, c'est de trouver l'idée qui va nous accompagner pendant un certain temps, parce que il faut tomber amoureux de l'idée carrément. Il va y avoir la période où on fait le plan, donc la construction, et après il y a la période des dialogues, qui est à mon avis, la plus agréable, celle-ci. C'est là où on s'amuse le plus. Mais tout ce qu'il y a avant, c'est quand même, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, ça dépend. Mais il faut trouver l'idée. Silence on tourne, par exemple, l'idée n'était pas simple à trouver. Parodier le cinéma, c'était fait, mais pas de votre façon. Ouais. C'est sûr que ça, c'est pareil. Je pense que ça vient ça peut venir aussi de différents films que j'ai pu voir, qui étaient sur le cinéma. Alors, il y a eu aussi le travail que vous avez fait avec José Paul. José Paul, vous l'avez connu dans Le Dîner de cons. Exactement, oui. Enfin, on se connaissait avant, mais on a travaillé ensemble sur Le Dîner de cons. Ça, c'était une belle aventure. Surtout quand Francis Weber est venu nous voir et il nous a dit, parce qu'il y a eu plusieurs versions, et il nous a dit, après la version avec Villeray, c'est celle-là que je préfère. Voilà. Et c'est vrai que vous repreniez le rôle de Villeray, ce qui est un défi. Oui et non. Enfin, parce que moi, je suis pas du tout j'ai pas du tout le même tempérament et le même physique qu'avait Jacques Villeray. Donc, je me suis pas du tout posé la question à ce niveau-là. Moi, je l'ai carrément pris à ma sauce. On va dire. Pour moi, déjà, c'était pas un con. À la base. Donc voilà, et je sais que Villeray non plus n'en faisait pas un con. C'est les autres qui le voyaient comme ça. Il était maladroit, il était luné encore une fois, et voilà. Mais con, on est tous le con d'un autre, mais voilà. D'ailleurs, le dîner de con est né un soir chez Castel, où Francis Weber a assisté à un dîner de con, et il est persuadé aujourd'hui que le con de la soirée, c'était lui. Et on lui a pas dit. Et il a fait une pièce avec une rigueur totale, car la rigueur que vous avez, et c'est celle de Weber aussi, chaque mot compte, chaque répétition compte, tout doit être prêt. Ouais. Il y a une précision dans cette pièce, c'est extraordinaire. Et même dans votre travail, il faut toujours être très précis. Toujours. Bah là, oui. Là, par exemple, dans La valse des pingouins, oui.
Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas. On peut pas. Si je me permets, parce que je sais que si mes partenaires m'entendent, ça va les faire sourire. Si je me permets de temps en temps de faire une petite improvisation. Elle est contrôlée, et puis si ça passe pas, on la refait pas le lendemain, et puis si ça passe, on la travaille le lendemain. Voilà, c'est une autre façon de travailler. Voilà. Alors ça, c'est le passé. Maintenant, on va évoquer le présent à travers une date récente, le 21 janvier 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Hautecoeur. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Hautecoeur. On a évoqué votre passé avec vos succès, thé à la menthe ou thé citron, avec Froufrou les mains bien sûr, si l'on s'en tourne. Et puis depuis le 21 janvier 2025, vous êtes au Théâtre des Nouveautés à Paris. Alors que ce n'est pas une nouveauté, c'est La Valse des Pingouins, un spectacle que vous aviez écrit en 2007, que vous avez repris, mais dans une forme différente. D'ailleurs, pourquoi avoir repris ce spectacle aujourd'hui ? Eh ben, uniquement j'avais envie de reprendre cette pièce, et puis je sais que, comme vous dites, c'est une nouvelle forme, c'est-à-dire que j'ai condensé certaines choses, j'ai changé, j'ai nettoyé, et voilà, maintenant c'est un bloc. Les gens sont emportés dans cette folie, et j'avais envie aussi. Il faut vous dire qu'à l'époque on l'avait pas capté. Moi, j'adore les captations uniquement parce que s'il y a des traces, ça laisse une trace. J'aurais tellement voulu voir Oscar, j'aurais tellement voulu voir La Cage aux Folles, mais il n'y a pas eu de captation. Dans La Cage aux Folles, on a trouvé dans le coffre du Théâtre du Palais Royal, Jean-Michel Rougière avait laissé une boîte avec 10 minutes tournées par un assistant, par un régisseur. Et puis, mais bon, c'est pas, voilà, il n'y a pas d'intégrale. Non. Surtout que vous n'avez pas vu La Cage aux Folles avec Poiret et Serrault. Bah non. Mais moi, le soir où je suis allé, il y avait à un moment, Serrault s'en va, il doit revenir, il ne revient pas. Et il refuse de revenir. Une demi-heure. Une demi-heure d'improvisation entre Serrault et Poiret. Les gens pleuraient dans la salle, eux pleuraient sur scène, et ils ne voulaient pas revenir. Et ça, je crois qu'ils faisaient ça très régulièrement quand ils étaient en forme. Ce que vous ne faites... Non, ce qu'on fait pas nous. Mais ils avaient une telle complicité qu'ils pouvaient tout se permettre. Voilà. Alors, La Valse des Pingouins, vous avez aussi repris la mise en scène. Oui. Pareil, c'est un peu la même casquette, quoi, on va dire. Voilà, de reprendre le spectacle, de la réécrire, de rejouer dedans, de recréer une équipe. Quoi qu'il y ait une partie de l'équipe, notamment Isabelle Spade, Philippe Beglia, Patricia Grégoire, qui était à l'époque aussi en 2007, et puis Robert Ménière qui était à la batterie. Voilà. Tellement les autres, les petits nouveaux, il y a Marina Pangos, il y a Antonio Massipé, il y a Guillaume. Ah non, Guillaume Lafly, il était à la base aussi. Ouais. Mais alors, ce sont des comédiens qui jouent pratiquement avec vous. C'est votre troupe ? Non, c'est pas ma troupe, mais on a des affinités, des complicités assez fortes. Mais j'ai pas de troupe vraiment. Voilà. Non, mais il faut à chaque fois des gens qui s'adaptent à votre rythme. Alors ça, oui, ça en revanche, oui, ça c'est très important, c'est de trouver des gens qui vont pas mettre du sel alors que le plat est déjà, alors que c'est un petit salé, vous voyez. C'est ça qui est important. Il faut se dire, faisons confiance à la situation, faisons confiance au personnage. Point. Ça s'arrête là. Après, il y a la personnalité du comédien qui vient, mais c'est inutile d'en rajouter. Alors, La Valse des Pingouins, au départ, vous êtes un ingénieur qui a inventé un nouveau modèle de botte, Patrick Hautecoeur. Voilà. Alors l'histoire, c'est plus dans la forme que dans le fond, parce que l'histoire est un petit peu bateau. C'est effectivement un ingénieur qui travaille dans une grande entreprise de chaussures, et qui invente des nouvelles chaussures. On est dans les années 50. C'est les 30 glorieuses, donc il y a toute cette effervescence, et puis il invente les fameuses Bada, les bottes à déchaussage automatique. Voilà, dès qu'on donne cette situation-là, on voit qu'on part dans quelque chose un petit peu burlesque. Mais la soirée va pas se dérouler, parce que c'est une soirée pour essayer de séduire un futur actionnaire, et la soirée, bien sûr, ne se déroule pas du tout comme c'était prévu. Voilà. Ça, c'est aussi une envie pour vous d'évoquer les années 50 qui vous sont chères. Oui, j'aime bien ces années-là. C'est des années un petit peu, peut-être les années d'après-guerre, donc un peu. Et après, il y a de l'insouciance, il y a une envie de revivre, une gaieté que on sent dans le public. On sent que ça c'est là, c'est toujours là. Hop, ils oublient pendant 1h30
leur tracas et puis un petit peu l'actualité qui est pas toujours rose. Oui, et en même temps, dans ces années 50, on sortait beaucoup le soir en habit ou en smoking, et on terminait la soirée dans les cabarets russes, autour d'un verre et d'une vodka, qui étaient les discothèques de l'époque. Il se trouve que là aussi, ils sont en habit, les pingouins, c'est les pas pingouins, c'est un queue de pie. Voilà. Ça aussi, parce que le terme pingouin en queue de pie, c'est ce qui sont blancs et noirs, mais et en smoking. Et vous savez, ça vient le smoking finalement au départ. Non. Le smoking, c'était un vêtement d'homme au départ réservé aux fumoirs en Angleterre, car c'est la pièce à laquelle il doit son nom, smoking. On fumait et l'habit protégeait de l'odeur du cigare. Ah d'accord. D'où smoking. Ah oui. Tout smoke fumé. C'est comme ça l'origine en Angleterre à Londres. Alors l'origine de l'idée aussi, c'est venu comment? Parce que il faut trouver cette idée. Ouais, alors ça. En fait, ça a été une commande de Francis Nani, qui est le directeur du Palais Royal, et juste après Frou-Frou-les-Bains. Il me dit, moi, j'aimerais bien avoir un Frou-Frou-les-Bains 2. Voilà. Et donc, je suis reparti avec les chansons, encore un petit peu d'Albert Wilmette, mais là, j'ai pris d'autres chansons aussi, qui étaient des tubes des années 50, qui étaient dans des films ou autres. Il y a même, là, j'ai rajouté même un Charles Trenet. Et je suis parti sur une idée où je me disais comment réunir des gens comme ça. Puis après on tire un fil, ça va dans tous les sens, quoi. Qu'est-ce que vous avez pris de Trenet? Alors j'ai pris Bonsoir jolie madame. Oui, mais il y a une autre chanson de Trenet qui est une valse, vous connaissez peut-être pas, qui est la première chanson que Trenet ait écrite pour un autre, plutôt pour une autre, c'est la valse à tout le monde. C'est la valse à tout le monde, c'est la valse d'amour que l'on chante toujours à la ronde. C'est Fréhel qui chante ça, je sais pas si vous connaissez la chanson. C'est écrit de 37, Trenet arrive à Paris, et c'est une des premières chansons qu'il a écrites bien avant Il y a de la joie. D'accord. C'est assez fou, mais c'est comme ça. Alors, vos comédiens chantent, et c'est très important aussi, Patrick Côté. C'est-à-dire qu'on essaye en tout cas. Mais il faut dire qu'on est entouré de comédiennes et d'un comédien qui chante vraiment très bien. Donc ça, c'est important. Ça permet de combler, de faire croire qu'on chante. Et puis, on a surtout un orchestre superbe dirigé par Vincent Precioso qui est sur scène avec nous. Et ça, c'est important. Et ça, c'est très important aussi parce que dans les écoles de théâtre, on doit apprendre de plus en plus à chanter. Je sais pas si en fond que ça en fait partie. Nous, on n'est pas dans la comédie musicale. Là, on n'est ni dans une opéra ni dans une comédie. On est dans un style que on qualifierait de théâtre musical. C'est-à-dire que la chanson, ça va être une petite bulle de champagne qui va être rajoutée sur l'histoire et qui va d'un seul coup nous amener une situation. En général, je mets 2-3 gags dedans quand même pour embellir un peu la chanson. Mais c'est sûr que ça fait partie du spectacle, quoi. Alors on danse aussi un petit peu, voilà. On fait de la magie, on fait des claquettes. Alors Patricia Grégoire est vraiment une claquettiste professionnelle, mais il y a aussi un numéro d'accordéon avec Éric Bouvel. Voilà, c'est un ensemble. C'est vraiment du spectacle. Voilà, on n'est pas que dans du théâtre avec une dramaturgie. Et avec des gens heureux et encore une fois toutes les générations. Alors, vous parlez de ceux qui sont sur scène ou les deux. Les deux. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a les deux. Parce qu'on a Urbain Cancelier qui était dans Amélie Poulain, qui nous a rejoint parce qu'il n'était pas à la création. Et puis, effectivement, il y a deux générations sur scène, mais dans la salle aussi. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des jeunes qui découvrent ces choses, qui découvrent et puis qui pareil, accrochent parce que ils accrochent. Je pense qu'au départ, ils accrochent à la dramaturgie, c'est-à-dire à la folie qu'on met tout doucement. On y va vraiment par petites doses, parce que pour les emmener, je vais pas tout dévoiler, mais pour les faire rire, on a l'impression qu'à un moment donné, ils sont à Guignol. Vous rappelez quand Guignol, il y a le gendarme qui est derrière lui et que les gosses hurlent en disant attention Guignol. Nous c'est ça. C'est à un moment donné, il y a ça dans la salle, et parce que il y a une situation dont je ne dirai rien, mais je me suis dit, moi, en tant que metteur en scène, en tant qu'auteur, mais je me dis, elle passera jamais, ça passera pas, je vais me planter. En fait, non, parce qu'elle n'est pas, on le ferait dans la première minute, elle passerait pas. Mais là, on l'a fait au bout d'une heure. Les gens sont déjà dans une ambiance. Et donc, ils arrivent, et là, on est à Guignol. Ils hurlent dans la salle, mais c'est fou, quoi.
Et ça c'est ce qui c'est votre récompense de temps de travail. Oui. Alors ça c'est au théâtre des nouveautés, et en même temps au théâtre Fontaine depuis la rentrée, il y a Mon jour de chance, qui est une pièce où vous ne jouez pas. C'est Guillaume de Tonquédec. C'est rare que vous ne jouiez pas dans vos pièces. Oui, mais c'est-à-dire je me suis dit, oh tiens, pour une fois, je vais essayer de faire autre chose. Mais en revanche, le rôle m'aurait bien plu. Ouais. Mais peut-être que je le referai, peut-être, on ne sait pas. C'est une histoire très particulière, puisqu'on revient au début de l'histoire à chaque fois. C'est pas on revient pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le personnage central, donc qui est Guillaume de Tonquédec, va par un effet surnaturel, va passer d'une vie à l'autre. Lui ne va pas changer, mais les autres vont changer. C'est-à-dire qu'il va se retrouver avec sa meilleure amie qui va être une fois sa femme. Après, ça sera sa femme qui sera sa meilleure amie. Enfin bref, tout va changer autour de lui. Le principe, c'est qu'au départ, des copains se retrouvent, avaient tiré un numéro, et puis il n'a pas tiré le bon numéro. Il jouait, c'était surtout quand ils étaient gamins. Et c'est une histoire vraie, ça, l'histoire du dé. Ouais. C'est des jeunes qui jouent leur vie au dé. Enfin, des gens qui jouent leur vie au dé. C'est l'origine de l'idée. On en a mélangé deux. Ouais. On a mélangé ça et puis l'histoire de changer de vie. Voilà, on a mélangé ces deux idées-là avec Gérald, parce que c'est une pièce que j'ai coécrite avec Gérald Sibleras, c'est mise en scène donc José Paul. Et il y a des gens qui jouaient leur vie au dé, en disant par exemple, je vais voir quel film, je vais voir un western ou je vais voir un film d'horreur. Et ils lancent le dé en disant, si je fais ainsi, je vais voir le film d'horreur, paf, film d'horreur. Et toute leur vie donc là, c'était des jeunes qui faisaient ça, et donc ils disaient, qui va accompagner Marie-Noël à la fête? Donc ils jouent leur dé, et il y en a un qui gagne, il l'accompagne, il se marie avec Marie-Noël, cette Marie-Noël est très riche, donc il devient lui riche. Et l'autre se dit, mais si j'avais fait un 6, quelle aurait été ma vie? Il regrette, il est un peu dans l'aigreur, voilà, c'est ça. Et par magie, on dit qu'il a fait un 6. Donc il se retrouve à la place de l'autre, mais il y a que lui qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les autres, eux, ont changé de vie, mais c'est naturel pour eux. Ouais. Mais en même temps, il y a un décor très particulier, à tel point que le public croit à la magie, Patrick Hautecoeur. Bien sûr, parce qu'on revient toujours à la première situation. Donc il y a une histoire de tableau qu'on accroche, et quand on revient à la première situation, le tableau est décroché, il n'est plus là. Il y a plein de petits accessoires comme ça qui bougent. Et ça, c'est le travail de José Paul, à qui vous avez envoyé la pièce, je crois, et qui a dit oui tout de suite. Ah je crois qu'il l'a lu en 24 heures. Mais il a fait la même chose avec Guillaume de Tonquédec, qui voulait plus faire de théâtre pendant un petit temps. Et José lui a dit, attends, je viens de lire une pièce, dis-moi. Et il a dit, oui, je fais ça. Là, c'est encore des mois de travail? Oui, ça a été mais ça a été jouissif, Mon jour de chance à écrire. À un moment donné, dès qu'on a eu le truc, ça a été jouissif. Et puis il y a eu l'année dernière et l'année d'avant Berlin, qui était aussi un risque. C'était un risque parce que faire une pièce qui se déroule au temps du mur de Berlin, c'était pas évident de faire une pièce comique. Faire une comédie là-dessus, c'était compliqué. Alors que Gérard Houry a fait La Grande Vadrouille moins de temps qu'après nous, Berlin, sur la chute du mur. Hein. Bien sûr. Donc, mais je sais pas, il n'y en a pas eu. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé de comédie sur le mur de Berlin. Bon, nous on a pris la grande histoire et on a fait de la comédie sur une petite histoire. C'est-à-dire, on a presque mis un vaudeville avec des espions et tout ça dans cette petite histoire. Ce qui est rassurant avec vous, Patrick Hautecoeur, c'est qu'on s'aperçoit que le boulevard que certains disaient mort n'est pas mort du tout. Déjà, ça dépend ce qu'on appelle le boulevard, mais en tout cas, toutes les techniques du boulevard, non, ne sont pas mortes, non, au contraire. Et finalement, vous donnez envie à une nouvelle génération d'aller vers ce genre? Je sais pas si je leur donne envie, mais enfin, il faut leur montrer ce qui existe toujours, quoi, ce qui est toujours, ce qui est intemporel. Parce que c'est quand même intéressant de faire des pièces intemporelles. Vous allez continuer dans le même genre? J'espère. Pour l'instant, donc, c'est la valse des pingouins aux nouveautés. Il faut aller voir absolument. Et puis également Mon jour de chance, parce que les deux spectacles continuent. Lui, c'est au théâtre Fontaine. Les deux spectacles continuent en parallèle. Voilà. Oui, là, cette année, j'en ai deux. Voilà, écoutez. Je me fais concurrence à moi-même. Oui, c'est une bonne concurrence. En tout cas, le public vous en remercie. Et merci d'avoir permis au burlesque de retrouver ses lettres de noblesse. Merci à vous. Merci Patrick Hautecoeur. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.